Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, enfin petite, je sais pas, c'est Margot. Et vous savez que depuis quelque temps, j'avais commencé une petite série où je vous décortiquais un à un tous les arcanes de certains de mes jeux de tarot. Et aujourd'hui, je vais faire ça pour The Good Tarot, que j'ai en version originale et qui en français s'appelle le tarot de la bienveillance. Alors, il faut savoir que ce tarot-là, j'ai beaucoup utilisé l'été dernier et que là, donc on est en avril 2019, je précise pour ceux qui verront la vidéo bien plus tard, mais en fait, ça fait très longtemps que ce jeu est sur mon étagère et qu'il prend joliment la poussière. Je le ressors de temps en temps pour regarder les images, mais guère plus, je ne m'en suis pas servi depuis fort longtemps. Et mais certains d'entre vous, enfin certaines d'entre vous m'ont demandé justement une vidéo qui pourrait voir un petit peu tous les arcanes majeurs de ce tarot-là précisément. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais le faire, hein, parce que c'est sympathique de faire ce type de vidéo. J'ai ressorti mon tarot pour ranger tous les arcanes dans l'ordre, en fait, tout simplement. Et en fait, je regardais les images et je me suis dit, oh, mais en fait, je sais tout à fait pourquoi j'ai acheté ce jeu-là. Il a une énergie qui est tellement lumineuse, qui est tellement assez rayonnante, assez bienveillante, assez... C'est pas franchement solaire, c'est plus une lumière qui irradie comme ça, tout doucement. Et ça se prêtait tellement bien à ces derniers jours où il a fait quand même tellement beau, enfin tellement beau après effectivement les mois d'hiver qu'on a connus. Du coup, ça entre tellement en résonance avec les mois chauds, les mois ensoleillé que oui, j'ai compris pourquoi je l'avais beaucoup utilisé cet été et pourquoi j'avais cet hiver et cet automne, mais il ne m'a mais pas du tout intéressé quoi. C'était vraiment le jeu où je me disais bon bah ouais, c'est un jeu sympathique quoi, mais clairement je ne m'en sers plus. Mais là effectivement je me remettre à l'utiliser parce qu'il est vraiment dans cette dynamique lumineuse en fait. Donc eh ben, je vais commencer tout de suite. Ah oui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai ouvert les ventes pour mon cours Astro Tarot. Vous le savez sûrement, je vous mettrai le lien en dessous. Mais du coup, je vais aussi faire un petit parallèle avec les cartes de tarot comme je vous les présente là. D'accord? Comme ça, vous allez aussi pouvoir vous refamiliariser avec les correspondances tarot et astrologie. Ok? Et on commence tout de suite avec les arcanes majeures. La carte du fou. En fait, la carte du fou, c'est souvent représenté comme un homme qui avance face au vide, en fait, ou qui chemine et qui prend un risque et qui démarre quelque chose qui peut être éventuellement justement risqué, qui prend le parti de se lancer dans l'aventure. C'est vraiment celui qui va parcourir tous les arcanes majeurs du tarot. Et en fait, j'ai pas trop cette impression dans cette image-là. J'ai plutôt l'impression d'un espèce d'ange annonciateur du commencement ou de quelqu'un qui va annoncer notre propre avancée. En fait, j'ai l'impression que le fou, pour le coup, n'est pas représenté ici, mais qu'on a un espèce de personnage qui annonce qu'il y a un truc qui va arriver et que c'est vraiment nous, le personnage principal non représenté ici. Donc, je le vois vraiment comme ça dans cette carte. En astrologie, c'est Uranus et c'est aussi Uranus, c'est la carte c'est la planète des idées neuves, de l'innovation, du grain de folie également. Donc on retrouve bien cette idée aussi ici de j'ai une nouvelle idée et je la claironne, clairement. La carte 1, c'est la carte du magicien qui, à première vue ici, m'avait clairement déroutée parce que le magicien, la plupart du temps, c'est plutôt un homme jeune dans les autres jeux de tarot, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui fait un petit peu son blablateur commercial ou justement son magicien qui va manipuler tous les éléments du tarot devant lui. C'est une carte de pouvoir, une carte de proaction. Et là, j'avais plutôt une image de Merlin qui est peut-être un peu plus âgé, justement, un peu plus retranché dans son intériorité. Et peut-être, j'ai une idée de plus manipuler tous les éléments et toutes les énergies, mais à partir vraiment de son intériorité. Sa force est vraiment intérieure plus que au niveau de ce qu'il va faire et de ce qu'il va manipuler, de ce qu'il va dire et de ce qu'il va montrer. C'est vraiment beaucoup plus, venez me chercher et je vais créer quelque chose de très 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 grand. Et en fait,
en rapport avec l'astrologie, c'est la carte de Mercure. Et du coup, là aussi, je retrouve peu l'énergie de Mercure, qui est une énergie très vive, qui est une énergie blablatante, qui est une énergie intellectuelle et vraiment de prise de parole, en fait, et d'action et d'activités très virevoltantes comme ça. Et je le trouve pas là-dedans qui est pour moi, avec cet homme plus âgé et plus en dessous, comme ça, une carte plus de lenteur, de réflexion. Donc si ça doit être la carte de l'intellect, c'est plus dans le sens de je réfléchis, je pose les choses, je ne me lancerai jamais dans quoi que ce soit avant d'avoir pesé le pour et le contre bien fortement et bien avec ma tête. La grande prêtresse, là pour le coup je retrouve à fond la lune dans l'astrologie parce qu'on est vraiment dans quelque chose de reculé, dans quelque chose d'intuitif, dans quelque chose qui va toucher au bien-être et au regard vraiment intérieur, quelque chose qui va toucher au monde créatif également et à l'imaginaire. En plus, on retrouve le signe des 3 lunes, donc de la triple déesse en dessous. Et c'est bien ce qu'est cette carte de la grande prêtresse qui est vraiment une description de notre monde intérieur, de notre monde intuitif. La carte de l'impératrice, qui est la carte de Vénus, qui est la carte de Vénus dans l'astrologie. C'est clairement une carte de séduction au sens assez féminin du terme. Alors je ne retrouve pas forcément Vénus dans le sens de l'amour, dans le sens de... Si, le sens de l'abondance, il est là, et le sens de la bonté est là aussi, et le sens de faire fructifier, mais pas dans le sens forcément attirant du terme qu'on retrouve chez Vénus et qu'on ne retrouve pas forcément dans cette carte de l'impératrice. Mais bref, l'impératrice, c'est vraiment ici la création fructifiante. J'assimile beaucoup l'impératrice à la figure de Déméter dans la mythologie grecque. Et c'est tout à fait ça dans cette carte-là, dans ce jeu-là. La carte de l'empereur que je vous montre ici, qui est assimilée au bélier en astrologie, parce que c'est celui qui pose, qui décide, qui va de l'avant, qui construit. Et là, c'est effectivement, je retrouve bien ça. Tout ce que je viens de dire, c'est celui qui décide, qui va de l'avant, qui pose la loi, qui incarne la loi, qui incarne le chef. Donc c'est tout à fait une carte d'empereur, c'est une carte royale. Le pape, qui dans la plupart des jeux de tarot est représenté par un homme, est ici représenté par clairement une espèce de prêtresse initiatrice ou une grande magicienne. J'aime beaucoup cette carte parce que ça représente vraiment le... C'est une carte magique en fait, c'est vraiment la sorcière au sens où moi je l'entends en fait. Et en fait, je retrouve peu l'idée du pape en général qui est celle du monde social, qui est celui de passer un niveau, qui est celui d'entrer dans un monde où on sera reconnu par des pairs, qui est celui d'une forme d'éducation. Là, on est clairement beaucoup plus sur quelque chose d'initiatique. Ok ? Et c'est un parallèle normalement avec le signe du taureau, dans le sens où on va... avoir accès à des biens matériels, dans le sens où on va développer une forme de confort de vie matérielle. J'ai du mal à retrouver cette analogie-là avec cette carte-là dans ce jeu-là. Les amants ou l'amour dans cette carte du tarot de la bienveillance ou de The Good Tarot. C'est la carte normalement des amants et c'est le signe des Gémeaux. Attendez. Mais vous voyez, il n'y a même pas les Gémeaux qui sont représentés ici. Il y a vraiment, c'est le signe du lion qui est représenté ici et le signe du feu qui est représenté ici. Donc clairement, la signification astrologique, elle est assez détournée en fait dans cet arcane majeur par rapport à ce que c'est d'habitude parce que normalement, la carte des amoureux, c'est la carte du Gémeaux, donc de la réciprocité, de la discussion, de l'émulation. Là, c'est plus quelque chose qui va ressembler à de la passion et le fait de pouvoir se reposer l'un sur l'autre et le fait de pouvoir embrasser et faire corps complètement avec cet esprit passionné, cet esprit amoureux. Je poursuis avec le chariot. Alors là, pour le coup, au niveau correspondance astro, c'est normalement le cancer qui est, donc on lit dans la carte du chariot. Et là, effectivement, je trouve ce côté à la fois
fragile et à la fois protecteur et à la fois vouloir aller de l'avant et tout découvrir de soi. Je le retrouve très très fortement dans cette carte-là. Et vous pouvez voir aussi cette signification-là, cette fragilité, cet esprit de défense et cet esprit d'avancer en même temps. La carte de la force, c'est en astrologie le lion. Et oui, c'est tout à fait ça. Il y a bien un lion et il y a bien une forme de je me montre, il y a une forme de je m'affirme, il y a une forme de je suis grande. Après, dans le tarot, la carte de la force, ce n'est pas uniquement une carte de je me montre et je m'affirme, c'est aussi une carte d'avoir une vision fine de nos propres pulsions et de notre propre animalité et de savoir canaliser ça et de savoir le transcender pour en faire quelque chose de clairement utile dans notre vie à nous. Avec la carte de l'ermite, on est dans la carte de la Vierge qui est effectivement une carte, un signe de trouver les clés pour évoluer, être dans quelque chose de relativement patient, de relativement silencieux, de relativement critique pour pouvoir avancer, aller plus loin, s'améliorer. C'est vraiment pour moi un signe effectivement de trouver les clés. Donc là, que ce soit matérialisé par que ce soit illustré par une porte fermée et puis plein de clés au-dessus, oui, ça me va tout à fait. Et dans le tarot, c'est effectivement trouver les clés de son monde intérieur, trouver des réponses à l'intérieur de soi, être relativement reclus, être relativement à l'écart du monde extérieur. La roue de fortune. Elle est très très jolie. C'est vraiment une... Je trouve que c'est une image dans ce jeu-là. C'est vraiment très... Ça me fait limite penser à Méliès dans le monde du cinéma. La roue de fortune, c'est Jupiter dans l'astrologie, par le côté chance, le côté opportunité, le côté aléatoire, le côté profit, le côté joie et ronde de la vie. Et ici, ça incarne bien ça. Je trouve qu'elle est assez joyeuse, cette carte, qu'elle est aussi assez contemplative et qu'elle est assez... Étant donné qu'il s'agit juste d'une image et qu'il n'y a pas d'action qui se passe dans cette carte, c'est quelque part, on va suivre le destin et je ne peux rien y faire. Je ne peux que contempler ce qui arrive et entrer dans la danse et pas forcément avoir un vrai rôle dessus en fin de compte, comme quand on contemple une image. La carte de la justice, c'est clairement dans ce jeu, on voit clairement les enjeux de justice, la balance, le glaive, le fait d'être dans une carte qui est super équilibrée. Donc là, on retrouve vraiment la carte de la justice de façon assez classique qui, en astrologie, est le signe de la balance et du besoin d'équilibrer les choses. Le pendu, qui est assez étonnant dans ce jeu-là parce que c'est Icare qui tombe. En fait, il n'est pas pendu, c'est vraiment une chute. Donc c'est une carte qui est assez originale dans son genre parce que effectivement, d'habitude, le pendu, est suspendu. C'est un moment de suspension, tandis que là, c'est plutôt un moment de chute, un moment de prise de conscience, un moment de descente après avoir tout osé, après avoir tout risqué. Donc pour moi, c'est effectivement un moment de prise de conscience, comme c'est souvent le cas dans les autres cartes du pendu, mais c'est pas un moment de temps que ça d'inaction et de suspension. On est dans la carte de Neptune quand on parle d'astrologie, c'est-à-dire la planète qui va être la planète des profondeurs, la planète de l'imagination, la planète du rêve, la planète de l'introspection et de l'inconscient en fait. Et je trouve que ça rejoint bien. Il n'y a pas ce caractère de chute dans Neptune, mais ce truc de prendre conscience et d'accepter d'avoir tout risqué et de plonger dans les profondeurs, oui. Il n'y a pas de carte de la mort dans The Good Tarot. Par contre, il y a une carte qui s'appelle Transformation, dans laquelle on voit une petite fille qui tient un phénix en train à la fois de brûler et de renaître. Je trouve que c'est une très 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 jolie carte de transformation justement plus que de mort qui aide à aborder le côté sans doute plus positif de cette carte. Je trouve que The Good Tarot en général offre une image assez positive des cartes de tarot alors que dans d'autres jeux de tarot ça peut être franchement morbide à d'autres moments. Donc en termes de messages positifs, ça se place là en fait. C'est aussi la carte du Scorpion qui est aussi une carte de
profonde transformation, d'avoir le pouvoir d'effectuer ces transformations, d'aller au fond des choses pour aller se transformer soi-même, désamorcer très en profondeur ce qui ne va pas, avec beaucoup d'intransigeance, quitte à se brûler. Là aussi, on n'est pas dans la carte tempérance, on est dans une carte qui s'appelle patience. Et on a vraiment cette image d'une femme qui est très patiente, qui est vraiment dans un état de pause et dans un état d'acceptation, dans un état d'ouverture douce en fait. J'avoue que cette carte, elle avait provoqué un mouvement de recul dans un premier temps chez moi, parce que peut-être que je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement patient, donc avoir cette image de juste, je me pose et j'attends que le truc il arrive, ça me donnait envie de secouer la bonne femme en fait. Mais donc voilà, ça c'est ma compréhension à moi de la carte et c'est mes petits blocages à moi pour la carte. C'est juste pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez des fois vous sentir tendu face à une carte particulière, même si elle n'est pas négative a priori, c'est plutôt une carte douce et a priori sympathique et très pastel, etc. Là aussi, je trouve qu'en astrologie, la signification ne colle pas trop dans la mesure où normalement la carte de la tempérance est la carte du Sagittaire, donc c'est une carte quand même qui reste en feu, qui est une carte d'équilibre et de découverte. C'est pas trop le cas ici en fait, il n'y a pas forcément des analogies dans ce jeu-là avec tous les signes et les planètes astrologiques. Il n'y a pas de carte de diable non plus, c'est une carte qui s'appelle Tentation, où on retrouve vraiment tout ce qui fait envie et qui peut causer notre perte, c'est-à-dire l'argent, il y a une grosse fortune là, l'amour avec la pomme qui est à la fois la pomme d'Adam et Ève, donc le fruit de la tentation, la pomme de la discorde dans la mythologie grecque, et vraiment il y a un espèce d'ange déchu là qui a pris le parti de ne pas s'envoler mais juste de se reposer sur sa pomme. Donc il y a aussi de la paresse là-dedans. Donc en gros c'est une carte qui va matérialiser tous les vices qu'on peut avoir, tout ce qui peut nous faire envie, toute la gourmandise, toute la luxure, toute l'avarice, etc. Et en même temps, c'est ce qui va peut-être nous pousser à avancer dans la vie, ce qu'on va devoir dépasser, transcender pour pouvoir faire quelque chose de bien de notre vie, même si on a ces envies-là au fond de nous. Et on retrouve bien, pour le coup, le signe du Capricorne, qui est un signe d'aller de l'avant, c'est un signe ambitieux, c'est un signe de travail, donc c'est un signe qui, effectivement, va se placer des buts ambitieux et peut-être un peu... peut y avoir une certaine perversion dedans, et en même temps qui va mettre tout ce qu'il faut en place pour le travailler et l'aplanir et l'assainir dans cette vie-là et y arriver. La carte de la tour. Là aussi, on est un petit peu en dehors du schéma habituel de la tour. Là, on a l'impression que c'est une tour sous l'eau, en fait. Ça me fait penser, vous savez, au château du père d'Ariel dans le film La Petite Sirène de Walt Disney. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors que d'habitude, la tour, c'est plutôt une carte enflammée, c'est plutôt une carte de tour détruite, en fin de compte, qui est aussi, qu'on reconnaît dans la planète Mars, qui est vraiment une planète qui est plutôt tournée vers le côté courageux, le côté agressif, le côté prendre les devants, le côté très, 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 très proactif. Je ne reconnais pas forcément cette tour-là là-dedans. Par contre, cette carte de la tour, ce qu'elle m'évoque, c'est plutôt une interrogation par rapport à toutes les valeurs qu'on a bâties, par rapport à tout ce qu'on a établi, par rapport à tout ce qu'on a édifié. Et en gros, se poser la question, est-ce que tout ça valait vraiment le coup? Est-ce qu'on n'est pas enfermé dans notre propre rigidité? Pour moi, c'est plus une carte de questionnement sur ce qu'on a établi et sur nos valeurs qu'une carte de destruction de nos valeurs parce qu'on y est obligé. La carte de l'étoile, c'est vraiment une carte d'idéal et d'espoir comme on le retrouve dans les autres jeux de tarot et ça colle particulièrement bien avec le signe du Verseau qui est effectivement un signe qui tend vers un idéal, qui tend vers le fait de partager des idées particulièrement neuves et particulièrement impactantes pour le monde en fait. La Lune, qu'on retrouve avec le signe du Poisson, le signe du Poisson qui est un signe d'extrême sensibilité, voire un signe carrément de mysticisme. Et on est absolument là-dedans, donc dans un signe très très introspectif, enfin dans une carte très introspective, une carte très intuitive, une carte clairement perchée dans la Lune parce que visiblement il n'y a pas trop de lien avec le monde terrestre. Par contre, je trouve que dans cette carte, elle est très très douce. On ne trouve pas l'aspect de peur et dérangeant qu'on peut trouver dans les autres jeux de tarot.
Le 19, c'est la carte du soleil et la carte du soleil astrologique également. Donc, c'est une carte de réussite, une carte d'ego, une carte de mission de vie, une carte de oui. Enfin, c'est vraiment la carte positive par excellence. Et c'est aussi la carte, peut-être dans le sens plus négatif, la carte tournée vers soi, la carte de briller pour soi, pour son ego. C'est assez égoïste en fait comme perspective, comme l'est aussi le signe du soleil en astrologie. 20, c'est là aussi, ce n'est pas la carte du jugement, c'est la carte de l'appel dans ce jeu-là. Donc effectivement, je trouve que l'appel correspond bien à cet ange qui claironne et qui... C'est comme un appel divin qui nous oblige à nous grandir, à monter, à passer au prochain niveau, à nous dépasser, à renaître. Donc on est quand même dans une carte qui va, pour moi, pas mal ressembler à la carte du jugement dans les jeux de tarot traditionnels. Par contre, j'ai l'aspect élévation, j'ai l'aspect renaissance, j'ai l'aspect appel vers quelque chose de supérieur, mais je n'ai pas trop l'aspect justement jugement, être lavé des péchés ou quelque chose comme ça, ou d'être décortiqué ou d'être tout nu, qu'on retrouve beaucoup dans les autres cartes de jugement. Là, c'est quelque part plus juste le côté élévation qui transparaît dans cette carte. Et je suis en train de bugger pour l'astrologie. Oui, on est dans Pluton. Excusez-moi, j'étais en train de tout passer en revue dans ma tête. Donc Pluton, pour le côté aussi... Alors, Pluton colle plus au côté de la carte du jugement traditionnel, c'est-à-dire le côté très intransigeant, le côté remise en question, qu'on voit moins là. Mais aussi le côté transformateur, qu'on voit ici. Et enfin, la carte du monde, qui est Saturne dans l'astrologie. Cette carte du monde, elle ressemble très très peu aux autres cartes du monde, mais on a cette sensation d'alignement des planètes, d'accomplissement, d'avoir enfin trouvé la clé, vous voyez, avec la petite serrure qu'on voit là. Il y a vraiment le truc d'accomplissement, parce que tout d'un coup, on a trouvé notre vérité, on a trouvé notre alignement. Donc, c'est une carte très belle et je trouve qu'elle va peut-être encore plus loin que les cartes du monde que je vois d'habitude dans les autres jeux de tarot. Et on a Saturne qui oblige à maintenir le focus, qui oblige à maintenir notre direction, qui est intransigeant là aussi, qui est vraiment très aligné et qui va obliger à poser des actions vers ce but ultime. Donc j'aime beaucoup cette carte du monde, comme vous l'avez compris. Elle est particulièrement réjouissante, alignée, intransigeante et vers vraiment ce qu'on peut atteindre de plus élevé. Pour vous parler des arcanes mineurs, toujours dans le jeu The Good Tarot, je vais me référer en fait à ce petit livre. Enfin, je ne vais pas me référer à ce petit livre, mais je vais prendre les cartes telles qu'elles sont, dans le même ordre que celles qu'elles sont mises dans le petit livret qui va avec le jeu. Et du coup, on va avant tout commencer par les cartes d'air. Il faut savoir que dans le jeu The Good Tarot, il n'y a pas des cartes d'épée, de coupe, de bâton, de denier, mais il y a des cartes d'éléments. C'est-à-dire que là, on va reconnaître les cartes d'épée dans les cartes d'air, les cartes de denier dans les cartes de terre, les cartes de bâton dans les cartes de feu et les cartes, lequel est-ce que j'ai oublié, les cartes d'eau dans les cartes de coupe. Ok? Donc, tout d'abord, l'as d'air. L'as d'air, au niveau astrologique, ça va représenter toute la quintessence de tous les signes d'air, c'est-à-dire le Verseau, le Gémeaux et la Balance. Ok, donc ça va vraiment être l'incarnation de cette puissance intellectuelle, de cette puissance de la parole, de cette puissance de se défendre soi-même, de mettre en avant ses idées, de tout découvrir à un niveau intellectuel, de pouvoir échanger des idées. Tout ça, c'est incarné dans cet as d'air. Donc là, vous l'avez compris, on va passer un petit peu au peigne fin, les correspondances entre les arcanes mineurs et l'astrologie. Avant tout, je veux juste vous faire une toute petite introduction. Vous savez sans doute que dans l'astrologie, les signes, on les distingue par 3 grandes catégories qui sont cardinales, fixes et mutables.
Cardinal, c'est l'entrée au cœur de l'élément, c'est l'envie, c'est le dynamisme du début, c'est l'entrée en matière. Fixe, c'est la stabilisation, la capacité de se poser, la capacité d'amener une chose du début à la fin. Et mutable, c'est la capacité à s'ouvrir vers l'extérieur, à avoir de nouvelles idées, à quelque part plus passer peut-être à l'élément suivant et à s'ouvrir sur le monde. D'accord? Donc, on va retrouver à chaque fois 3 arcanes mineurs dans chacun des signes. Dans l'air, je viens de vous dire qu'avec l'air, les 3 signes, ça va être le Verseau, les Gémeaux, la Balance. Et le signe cardinal en air, c'est le signe de la Balance dans lequel on va retrouver le 2 d'air, le 3 d'air et le 4 d'air. Donc, j'y vais avec la correspondance en Balance pour ces 3 arcanes mineurs. Le 2 d'air, c'est clairement une carte de devoir trouver un équilibre entre 2 parties, de devoir trouver son chemin, de devoir trouver la décision juste. Donc, on est vraiment bien à fond dans le signe de la Balance. Le 3 d'air, c'est une carte souvent d'avoir été blessé ou d'avoir été trahi ou d'avoir le cœur qui saigne, clairement, parce que c'est souvent représenté par un cœur transpercé et d'avoir été profondément blessé, mais c'est aussi une carte, si on la voit comme une carte de balance, comme une carte d'autopréservation, de savoir faire la part des choses entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit et à quel point on a envie de se sacrifier pour les autres ou de rester pour soi. C'est là aussi trouver son équilibre entre se blesser soi ou blesser les autres. Et enfin, le 4 d'air qui est une carte vraiment d'air dans la mesure où c'est une carte de retrait et de réflexion intérieure, peut-être en attendant que les choses au niveau matériel ou au niveau humain s'apaisent et d'être juste dans sa zone de réflexion et dans sa zone de tranquillité. Et effectivement, on est bien dans un signe de balance, dans cette zone où on va sans doute s'apaiser, où on va sans doute réfléchir et peser le pour et les contre avant de repartir plus au combat. Ensuite, le signe fixe parmi les signes d'air, le signe fixe de signe d'air, c'est le Verseau. Et le Verseau, justement, c'est celui qui est vraiment à fond la caisse dans le monde des idées et de l'intellect. Et quelque part, alors, il y a cette ouverture aux autres dans le sens où il va communiquer ses idées aux autres, mais on va être assez peu perméable, mine de rien, aux idées des autres et il va surtout être hyper imperméable à tout ce qui est de l'ordre des émotions et des sentiments et encore plus du sentimentalisme. C'est pas le signe qui se pose des questions du type émotionnel et « oh mon Dieu, qu'est-ce que je ressens ?» Il ne vit que dans sa tête et que pour ses idées. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va donner avec les 3 arcanes mineurs en air, le 5, le 6, le 7? Donc, le 5 d'air, c'est d'habitude une carte pas mal de gagnant-perdant, je dirais. Et là, effectivement, on est sur une carte qui est très dans devoir trouver l'équilibre entre chuter et ne pas se laisser déstabiliser. Quelque part, si on la considère par le signe du Verseau, c'est vraiment rester sur sa ligne droite d'idées. Même si tout compte fait, ça tient peut-être presque pas debout. Il va falloir trouver les arguments, il va falloir pouvoir avancer sur cette ligne d'idées en équilibre et ne pas se laisser déstabiliser par les idées des autres. Le 6 d'air, qui est une carte de voyage, qui est une carte de déplacement, qui est une carte de changement d'idées, de capacité d'évolution, on trouve la souplesse intellectuelle et la capacité à changer d'idée ou à avoir des idées neuves. Et le 7 d'air, qui est une carte souvent de dissimulation, qui est une carte des fois de duplicité. On voit bien que là, il s'agit d'une femme qui s'est déguisée pour être la bienvenue dans un milieu d'oiseaux. Je trouve qu'on retrouve le Verseau dans le sens où le Verseau est capable de mensonges pour pouvoir affirmer ses idées et il est aussi capable de complètement dissimuler et mettre sous silence ses propres sentiments ou ce qu'il ressent au fond de lui. Ensuite, dernière tranche en fait des signes d'air, c'est le Gémeaux qui est le signe mutable de l'élément air, excusez-moi. Et là, on va trouver le 8 d'air, le 9 d'air, le 10 d'air. D'accord? Donc, qui sont dans les tarots traditionnels des épées, je le répète. Donc, le 8 d'air, c'est une carte un petit peu de se sentir souvent
emprisonné. Je retrouve l'idée de Gémeaux dans le sens où il a du mal à se tenir à une seule idée. Ou quand il est, pas une seule idée, mais un seul champ d'exploration intellectuelle. Quand il est confiné qu'à un truc, qu'à une formation, qu'à un seul ami, qu'à une seule idée, et bien vite, il tourne en rond, il se débat, il se sent prisonnier et il a envie d'élargir le champ, de respirer. Et il y a bien cette idée d'être un petit peu cantonné et d'avoir envie de respirer plus large qui est présent dans cette carte. Avec le 9 d'air, qui est souvent, alors là je la trouve très très positive pour le coup cette carte-là, alors que dans les autres jeux de tarot, on a plus une vision un peu cauchemardesque, un peu d'angoisse, un peu d'insomnie, enfin il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Là on voit quelqu'un qui est peut-être un peu coincé et qui rêve de déployer ses ailes, mais il n'y a pas cette idée de grosse angoisse quand même. Je ne trouve pas que cette carte est particulièrement pesante, comme peuvent l'être les autres cartes de 9 d'épée dans les autres jeux de tarot. Et j'ai vraiment cette idée de Gémeaux dans le sens, je peux rêver à déployer mes ailes, je peux rêver de tout connaître, alors c'est peut-être une vision un petit peu idéale parce que c'est complètement inaccessible, de partager ça avec tout le monde, c'est vraiment une idée de partage, de rêve et peut-être d'idéal un tout petit peu trop élevé parce qu'on risque de complètement s'éparpiller comme est éparpillée cette femme avec tous ces petits oiseaux autour. Et enfin, le 10 d'air, là aussi que je trouve assez positive dans cette carte. Alors, elle n'est peut-être pas complètement délirante de joie, mais en tout cas, on n'a pas le côté très très victime et mélodrame qui se joue comme dans les autres cartes de 10 d'épée traditionnelles. Là où je vois le Gémeaux, c'est dans cette idée de virevolter, de ne jamais s'attacher à rien, de toujours passer d'une idée à une autre idée, de ne jamais vraiment réussir à clôturer le cycle tellement on est passionné par des tas de petites idées qui tombent dans tous les sens, des tas de sujets de conversation, des tas de choses qui sont passionnantes à explorer au niveau intellectuel. Et il y a ce défaut du Gémeaux de rester coincé, de procrastiner, parce que en fait, il y a trop à s'occuper à la fois. Et du coup, il se retrouve dans cet état effectivement de victime parce que il réussit à rien faire avancer du tout ou à pas réussir à communiquer clairement ce qu'il veut. Pour les personnages de la cour, honnêtement, je vais les décorréler du système astrologique. Faut juste savoir que vous pouvez vous reconnaître dans ces personnages de la cour si vous êtes vous-même d'un signe solaire dans un signe d'air. Ok? Donc, page d'air, qui est aussi le page d'épée dans les autres jeux de tarot, on a vraiment ce phénomène d'ouverture à toutes les idées possibles. C'est celui qui reçoit cette nouvelle petite plume, cette nouvelle petite idée en elle. Il y a quelque chose de très très aérien dans ces cartes d'air avec ces grandes ailes, j'adore. Le messager d'air, parce que dans cette carte, ce ne sont pas des chevaliers ni des cavaliers, ce sont des messagers et souvent ce sont des cartes féminines en plus, mais c'est vraiment celui qui, on dirait vraiment qui tourne son visage pour mieux respirer en fait avec la gorge déployée comme ça. Il y a vraiment un côté avec la couleur en plus qui est là, ouverture du chakra gorge, laisser l'expression se faire. Alors autant là c'est recevoir une idée, autant là c'est exprimer une idée pour moi. La reine d'air, c'est celle qui ne dit pas forcément grand chose, mais qui quand elle s'exprime est très juste, c'est avant tout la reine observatrice. La reine qui va faire fonctionner à toute berzingue ses ménages, c'est la reine mature, en recul, dans l'examen. Et enfin, le roi d'air, c'est le roi qui a suffisamment de savoir pour pouvoir prendre les décisions justes, pour pouvoir, quelque part, avec ce masque, pour moi, il ne s'implique pas personnellement dans les décisions qu'il prend. Il fait juste, quelque part, une équation mentale pour savoir ce qui est le plus juste, ce qui est le plus bénéfique pour chacun, ce qui est le plus impartial, et il y va, même si ce n'est pas forcément le plus drôle à faire. Et c'est pour ça qu'il a ce visage masqué de ne pas révéler ses propres émotions ou son propre monde intérieur. Je passe ensuite aux cartes de feu qui sont dans les jeux plus traditionnels des cartes de bâton. Donc là, on va parler des signes de feu qui sont le bélier, le lion, le sagittaire. Donc dans cette as de feu, tout d'abord, on va avoir toute l'énergie primaire de ces signes de feu, c'est-à-dire une énergie de passion, une énergie d'avoir envie de s'affirmer, une énergie d'avoir envie d'être authentique, une énergie vraiment de brûler et de se montrer. C'est vraiment quelque chose qui tient à l'affirmation de soi.
Et on le voit d'ailleurs avec cette petite lampe et une petite fée par-dessus. Je ne sais pas si vous la voyez avec ma caméra. Donc, premier signe cardinal en feu, c'est le bélier. Donc, on va retrouver les 2, 3 et 4 de feu qui vont être les cartes qui vont se rapporter au bélier. Le 2 de feu qui va voir loin, qui se perche sur une girafe pour voir tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qu'il a envie de faire, tout ce vers quoi il veut aller. On est bien dans une carte de bélier qui a envie d'être ambitieux, qui a envie d'aller de l'avant. Ensuite, le 3 de feu, c'est juste la suite directe, c'est juste, il y va. La carte, le signe de bélier est aussi une carte forte d'action. C'est pas parce qu'on a rêvé un machin qu'on va juste rester à rêver le machin. On va y aller, on va embarquer. Et avec le 4 de feu, on est dans une carte plus de pause, mais de pause joyeuse dans le fait où on va célébrer nos premières réussites. Et effectivement, le signe du bélier, ça peut tout à fait être un signe de gros fêtard ou grosse fêtarde. Ensuite, on va aller dans le signe du lion avec le 5, le 6, le 7. Ok? Donc, le 5, c'est avoir trop d'idées créatives à la fois, ne plus trop savoir où donner de la tête. Et il y a le côté un peu indiscipliné du lion et le côté d'avoir envie de tout faire et de tout créer. Normalement, c'est une carte limite de dispute et de dispute en soi et de pas savoir prioriser. Alors, ensuite, 6 de feu, qui est une carte de se montrer, qui est une carte de se montrer comme victorieux, d'être une carte d'être un peu au-dessus des autres. On a clairement le côté très resplendissant du lion, le côté je me montre et je me la raconte un peu du lion, le côté très solaire du lion. Et enfin, le 7 de feu, qui est le côté de celui qui se tient debout, même si ça ne va pas forcément bien. Il y a le côté très optimiste du lion, il y a le côté très agréable du lion, le côté très meneur du lion également. Et enfin, avec le 8, 9 et 10, on va être dans le signe mutable des signes en feu, enfin des signes de l'élément feu, qui est le Sagittaire, avec le 8, le 9 et le 10 de feu. Donc, le 8, c'est une carte pour moi pas mal d'exploration, d'évoluer dans un monde peut-être inconnu avec ce panda qui est un animal sauvage, avec ses lanternes qui donnent un aspect un peu féerique, un peu exploration. Donc, effectivement, le Sagittaire va être un signe de aller vers ce qui nous intéresse, aller vers ce qui nous semble un peu mystérieux et continuer à évoluer. C'est une carte d'évolution, de progression. Ensuite, avec le 9 de feu, on est clairement dans une carte un petit peu de retrait, de pour soi, d'égoïsme, de continuer à faire ses trucs en se protégeant. Alors, je ne sais pas si dans le Sagittaire, il y a trop un caractère de protection. Par contre, il y a clairement un caractère de je vais faire ma petite mamaille, peu importe ce qu'en pensent les autres. Et on est bien là-dedans. Et ensuite, le 10 de feu, c'est le fait d'être là aussi assez éparpillé, d'avoir beaucoup de champs de passion qui fait qu'on se sent complètement débordé. On a Watt 1000 casseroles sur le feu à la fois. Et effectivement, il y a ce côté très énergique du Sagittaire, très dispersé des fois, très touche à tout. Je termine avec les personnages de la cour. Donc, reconnaissez-vous selon votre sexe, selon votre âge, dans ces personnages de la cour, selon que vous soyez Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, le page, il y a cette espèce d'esprit de découverte dans ce page, d'esprit d'exploration, là aussi. D'esprit de créativité, on retrouve la lune là-dedans. Ensuite, messager de feu. On est clairement sur une carte d'interrogation, d'y aller ou pas y aller, d'être passionné, mais encore un tout petit peu en recul, je trouve. La reine de feu, c'est la reine passionnée par excellence, c'est la reine érotique par excellence, c'est celle qui est fière de son pouvoir, fière de ses passions et fière de ce qu'elle est. Et le roi de feu, c'est le roi de
de cœur, celui qui se laisse porter par son cœur, celui qui rayonne, celui qui est charismatique, parce qu'il a fait des choix de cœur et pas de choix de raison, mais ça leur rend d'autant plus attractif, attirant. Je passe aux cartes normalement de coupe, mais ici qui vont être des cartes d'eau, avec les signes du Cancer, du Scorpion, du Poisson. Donc déjà avec l'As, on a toute l'énergie de l'eau, l'énergie des coupes et l'énergie de ces signes en eau, c'est-à-dire une énergie très sensible, une énergie très émotionnelle et émotive qui va être beaucoup dans l'introspection et la découverte de son monde intérieur et aussi la correspondance aux autres, c'est-à-dire l'identification aux autres, l'empathie avec les autres, la compréhension des autres dans notre monde intérieur. C'est aussi les signes qui vont être les plus intuitifs, c'est les signes qui vont être les plus artistiques. Donc, on va retrouver le Cancer, le premier signe, le signe cardinal dans l'eau, dans le 2, le 3, le 4 d'eau dans ce jeu-là. Donc déjà, le 2 d'eau, c'est la carte chouchou, c'est la carte de correspondance avec l'autre, c'est la carte de partenariat, c'est la carte de bien-être avec l'autre, c'est la carte de j'ai trouvé mon autre et on est bien dans ce caractère très tendre, très doux du Cancer, très je prends l'autre en considération, je suis à la recherche de comment est-ce que je peux aider l'autre au mieux. Avec le 3 d'eau, on est dans une carte plus de... Alors, normalement, c'est une carte d'être entre copains ou entre copines. C'est une carte de festivité. Là, je trouve que c'est plus une carte de mise en relation, peut-être de différents éléments. C'est une carte de réflexion sur les différents éléments émotionnels ou affectifs ou relationnels qui sont dans notre vie. Et en fait, on retrouve ce caractère de Cancer dans cette interrogation profonde qu'il contient sur son passé. Il est toujours plus ou moins en introspection, il est toujours plus ou moins en développement personnel, en train de se guérir lui-même, en train de se demander où en est son monde émotionnel, en train de se demander où en sont ses relations. Et enfin, le 4 d'eau, c'est une carte un petit peu de retranchement, de solitude, d'être seul face à ses petites bulles, d'être dans sa petite bulle à soi. Et je retrouve là aussi le signe du Cancer, dans ce besoin du Cancer des fois de se retirer, d'être chez soi, de méditer, d'être un peu replié sur sa famille ou sur les siens ou sur ses très proches, de pouvoir se mettre au clair, de pouvoir, comme je l'ai dit, utiliser des outils de développement personnel pour aller bien dans sa vie. Excusez-moi. Avec le 5, le 6, le 7, on va être dans la carte, dans le signe du Scorpion. Donc, le 5 d'eau, c'est la carte de celui qui se laisse déborder peut-être des fois par ses émotions négatives, qui va plonger au cœur de sa négativité, de sa tristesse, de sa rébellion, de son sentiment d'injustice, de son sentiment d'être délaissé ou abandonné. C'est vraiment « oh !» Et on retrouve bien l'intensité émotionnelle des fois négative du Scorpion dans cette carte-là. Ensuite, le 6 d'eau est une carte de mélancolie, une carte de se pencher sur son passé, notamment de se pencher sur son enfance. Et là, il y a tout le côté exploratoire du Scorpion qui revient de s'analyser soi-même, de s'auto-analyse. Il y a un petit peu le côté c'était mieux avant, il y a le côté je veux transcender ça et il y a le côté vous pouvez pas me comprendre. Il y a beaucoup de ça dans cette image-là. Et enfin, dernier chapitre pour le Scorpion, c'est le fait aussi d'avoir envie d'être attirant, d'avoir envie d'être attiré, d'avoir envie d'être en interaction. Souvent, ce 7 de coupe, il peut être présenté comme le fait de s'éparpiller parmi trop de tentations différentes. Ici, on peut le voir aussi comme le fait de porter attention au monde qui nous entoure, d'avoir cette sensibilité très à fleur de peau pour le monde qui nous entoure et effectivement, du coup, des fois d'être un peu décentré, mais aussi d'être vraiment très intéressé et très en empathie. Et d'être très... Il y a aussi cette curiosité, en fait, chez le Scorpion. Enfin, on aborde le signe du Poisson avec le 8 d'eau, le 9 d'eau et, attendez, le 10 d'eau. Donc, le Scorpion rêve d'ailleurs. Il se dit tout
tout le temps, non, mais il se dit souvent que tout est fichu là où il est, que ce n'est plus possible et qu'il est en pleine dépression et qu'il va aller ailleurs, s'évader. Alors des fois c'est juste ailleurs dans un autre pays ou juste ailleurs chez le voisin ou ailleurs chez un autre conjoint. Et des fois c'est carrément ailleurs style autre vie, style aller dans l'au-delà, style communiquer avec des mondes divins, universels, artistiques, etc. Donc on trouve bien cette envie d'ailleurs et de dépassement de soi dans ce 8 d'eau. Avec le 9 d'eau, c'est une carte de satisfaction, de se satisfaire de ce qu'on a. C'est une carte de jouissance de nos relations, de jouissance d'être proche de nos proches. C'est une jouissance d'être proche de notre matériel artistique ou spirituel. Il y a vraiment une forme de réjouissance d'être entouré, soit par nos objets bien à nous et notre petit monde à nous, soit par nos proches et nos amis. Et ensuite, le 10 d'eau, c'est vraiment une réalisation spirituelle, une réalisation religieuse, une réalisation spirituelle et aussi une réalisation relationnelle, si on le veut, même si ce n'est pas très très présent dans cette carte-là. Je vous montre en dernier les personnages de la cour auxquels vous pouvez correspondre si vous vous retrouvez dans un de ces signes d'eau. Le page, c'est vraiment celui qui ne navigue que sur un monde émotionnel. Il est perpétuellement en découverte spirituelle ou artistique, il est perpétuellement en interrogation sur ce qu'il ressent et quelque part il ne vit que par ça et que pour ça. Là aussi, je trouve qu'on a avec le messager d'eau, on a une forme d'interrogation, de se demander quelle utilité on peut avoir en ce monde, de se demander qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, de se demander qu'est-ce qu'on peut s'apporter à soi-même, comment développer encore plus notre vie spirituelle. Pour moi, ces cartes de messager sont pas mal des cartes d'interrogation, oui. La reine d'eau, elle semble être immergée, elle semble être en apnée, retenir sa respiration et vraiment se laisser envahir par tout son monde émotionnel, tout son monde de sentiments, tout son monde de clair ressenti ou clairaudience ou clairvision aussi. Et enfin, le roi d'eau est également immergé dans ses sentiments, ses ressentis, son empathie, ses émotions, mais il est aussi actif, il fait aussi des choses, il pose aussi les choses dans le concret. Je vais terminer tous ces arcanes mineurs avec la terre, donc les cartes de denier dans les jeux de tarot plus traditionnels. Et je vais terminer donc avec les signes de taureau, de vierge, de capricorne, qui sont les 3 signes de terre. Ok, donc l'as de terre va représenter toute l'énergie de la terre, toute l'énergie de ces signes terre et l'énergie des cartes en denier également. C'est vraiment la carte primaire à chaque fois, l'as. Donc on retrouve bien le côté ancré, le côté matériel, le côté de se développer à un niveau matériel, que ça passe par le corps, que ça passe par la maison, que ça passe par les richesses accumulées ou acquises en fait. Donc voilà, il y aura vraiment un côté très ancré et très progrès dans le réel. Le cardinal, le capricorne, ça va correspondre aux cartes de 2, de 3, de 4. D'accord? Alors, le 2, c'est de devoir, le 2 de terre, donc dans le capricorne, c'est de devoir trouver une forme d'équilibre. D'équilibre au niveau de l'emploi du temps, de savoir gérer précisément un emploi du temps pour réussir à construire là-dessus, de savoir gérer précisément les richesses et les répartir de façon à pouvoir faire avancer des projets ou qu'on puisse avancer dans la vie. À chaque fois, il s'agit ici de trouver le juste équilibre, matériel notamment, pour pouvoir progresser. 3 de terre. Alors là, visiblement, pour moi, c'est vraiment une carte d'ambition et de voir loin. Là, on a vraiment la femme qui porte le denier et qui est en train de regarder l'horizon. D'habitude, dans les autres jeux de tarot, c'est plutôt une carte de collaboration et de construction en commun. Là, il n'y a pas trop d'esprit de en commun. Il y a bien une carte de vision et de construction, mais le en commun, je ne le ressens pas dans cette carte-là. Mais tant mieux, parce que le Capricorne n'est pas forcément une carte de... Enfin, n'est pas forcément un signe de en commun, il n'est peut-être pas en commun du tout même, mais il a vraiment cette vision de l'avenir, cette vision de où est-ce qu'il veut aller et de quels moyens matériels il va mettre en place pour arriver à ce point-là. Et enfin, le 4 de terre, qui est une carte de thésauriser, de savoir compter ses sous, de savoir mettre de côté, de savoir de combien exactement on a besoin. Et ce que je vous dis là pour les sous, c'est aussi valable pour le temps
ou pour n'importe quel domaine matériel. Ça peut être aussi s'économiser au niveau physique, prendre son temps de repos pour ensuite pouvoir être plus performant peut-être par la suite. Mais il y a vraiment une idée de compter et d'être un peu comptable pour pouvoir profiter au mieux de son capital. Ok. Ensuite, on va passer au signe fixe de la Terre. C'est le signe du Taureau avec le 5, le 6, le 7. Donc, le 5, c'est une carte de... Alors, pour le coup, c'est souvent présenté comme une carte de pauvreté ou de manque. Et effectivement, il y a cette peur chez le Taureau d'être dans le manque, d'avoir besoin d'avoir concrètement quelque chose sur quoi s'appuyer, sinon ça ne va pas. Le 6 de terre, c'est une carte de faire fructifier et de pouvoir être généreux et de pouvoir porter haut ce qu'on a acquis, ce qu'on a gagné, ce qu'on a construit et d'en être fier. Et c'est totalement Taureau, ça. Et enfin, le 7 de terre, c'est une carte de réflexion, de considération de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a construit justement avec ce 6. C'est la suite directe. Et de se demander comment aller au-delà, comment passer cette marche, comment avoir encore plus, comment se construire encore plus cette vie rassurante, de sécurité, de confort, de base matérielle sur laquelle on pourra s'appuyer pour s'épanouir. Et ensuite, je continue avec le dernier signe mutable cette fois en terre, c'est le signe de la Vierge avec le 8, le 9, le 10. 8 de terre, c'est vraiment une carte de progrès, d'apprentissage, de perfectionnement. Donc là, je suis à fond même dans la définition du signe de la Vierge. Le 9 de terre, c'est un signe de prospérité et d'abondance. Alors, je ne sais pas si la Vierge se vit vraiment dans la prospérité et dans l'abondance, mais quelque part, c'est ce vers quoi doit tendre la Vierge, parce que la Vierge, elle a tendance à se sentir perpétuellement insatisfaite et de se dire qu'il y a toujours quelque chose à faire de mieux, et de pouvoir enfin se reposer sur cette abondance, sur le fait d'avoir réussi quelque chose, d'avoir complété quelque chose. Ça peut être d'un extrême repos et extrêmement satisfaisant aussi à ressentir au fond de soi. Et enfin, ce 10 de terre, c'est de pouvoir entrer dans la ronde quelque part, de pouvoir en faire bénéficier les autres, d'avoir suffisamment amassé ou avoir suffisamment reçu pour pouvoir faire profiter ses amis, sa famille, tout son entourage. Il y a quelque chose de l'ordre du donner et du recevoir. Et effectivement, il y a bien de ça dans la Vierge, qui est à la fois dans ce perfectionnement pour soi, mais à la fois dans cette aide des autres à se perfectionner. Et je fais le petit tour des personnages de la cour pour finir avec le page de terre, qui est vraiment dans l'ouverture de toute une construction. C'est vraiment l'enfance, c'est vraiment je vais grandir, je vais construire, je vais faire des choses, je vais faire de grandes choses. Il a quand même un bâton au bout duquel il y a un denier, donc c'est vraiment je vais m'épanouir comme ça. Il a ses ailes déployées et c'est vraiment comment s'épanouir au mieux à un niveau terrestre. Le messager de terre a un air, par rapport aux autres messagers de ce jeu, nettement plus décidé, nettement plus fonceur, nettement plus affirmé. Il regarde bien en face les gens qui regardent cette carte et il est décidé. C'est vraiment une carte de persévérance et on retrouve bien ça dans les signes de terre. La reine de terre, c'est la reine qui a réussi matériellement, qui est fière d'elle, qui est nourricière, qui peut être pourvoyeuse pour les autres et qui est excellente gestionnaire également, comme le sont en général les signes de terre. Et enfin, le roi de terre, c'est le roi entrepreneur, le roi fondateur, le roi qui construit, le roi qui établit son royaume et le roi qui peut faire fructifier en fait tout un royaume, peut poser d'autres que lui dans cette richesse et cette fructification. Je ne sais pas si ce mot existe, mais vous m'avez compris. Donc voilà pour The Good Tarot ou le tarot de la bienveillance en français. Si ça vous intéresse, vous savez où l'acheter. Et voilà aussi cette petite... J'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus approfondie pour tout ce qui était les correspondances entre astrologie,
tarologie. Donc j'espère avoir un petit peu satisfait votre curiosité et je vous mets bien sûr toutes les informations en barre d'infos. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous.